Les conflits armés qui ont marqué le XXe et le début du XXIe siècle ont tous une racine, même ténue, dans les traités et la fragile paix de 1919. Ils sont comme les ricochets, les soubresauts, les épilogues d'une histoire vieille d'un siècle. Pourquoi aujourd'hui le Moyen-Orient, Sarajevo sont encore des lieux de tension et de conflits? Tout ça, ça évoque des événements et des tensions qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on observe toutes les marges de l'Union européenne actuelle, on se rend compte qu'elles correspondent à toutes ces zones de fracture et de rupture dans lesquelles les traités n'ont pas réussi à apporter de solutions positives à la fin de la Première Guerre mondiale. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Depuis toujours, un carrefour commercial, une ville cosmopolite où les religions vivent ensemble. C'est la Jérusalem des Balkans, où sur moins de 500 mètres, la mosquée côtoie la synagogue, l'église orthodoxe, la cathédrale. C'est dans cette petite ville que tout a commencé. Ici, que le 28 juin 1914, un étudiant serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, a sans le savoir déclenché une catastrophe planétaire en assassinant l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois. Il est 11h du matin, lorsqu'après un premier attentat raté, Princip se place sur le boulevard, juste au coin de la rue. La voiture s'arrête là. Le concours de circonstances a voulu que François Ferdinand arrive au pied de celui qui va le tuer quelques secondes plus tard. Princip était un jeune nationaliste qui rêvait de la création d'une Yougoslavie unifiée. Pour lui, François Ferdinand incarnait l'empire, le mal, l'occupation, tout. C'est tout simplement un acte de quelqu'un qui rêvait de la liberté et de la Yougoslavie et de la justice. Tirer voulait dire se libérer. Sarajevo a été d'une certaine façon l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. En fait, le point de départ symbolique avec cet assassinat a eu des conséquences dans le monde entier. Il est le résultat d'un contexte très local et de l'émergence du nationalisme ou du début d'un sentiment national, de la lutte pour la création d'un nouvel État. Ce petit fait divers local a entraîné, par le jeu des alliances, l'un des plus grands conflits mondiaux. 1917. Après 3 années de boucherie et d'assauts inutiles, les Américains entrent en guerre. Changeant la donne et redonne un second souffle aux troupes alliées. Pour un Américain qui combat, 6 hommes à l'arrière en logistique, 200 000 par jour. L'avantage est vite repris sur des Allemands qui échouent à reprendre Paris. À la fin de l'été 1918, les dernières offensives allemandes sur le front français ont toutes échoué. Foch a déclenché sur tout le front allié une offensive générale qui repousse les Allemands vers leurs frontières, vers les frontières de la Belgique, en les forçant à évacuer toutes les régions qui sont occupées depuis l'automne 1914. À la fin de l'année 1918, l'armée allemande est exsangue. Tout le monde sait dans l'armée qu'on ne peut pas gagner la guerre. On sait que ça ne va pas bien se passer. Mais personne ne peut dire combien de temps le front va tenir. Et à partir de l'été 1918, l'espoir d'une victoire ne fonctionne plus dans la population. On continue parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on a faim dans les foyers. On ne comprend plus cette guerre. On ne veut plus de cette guerre. Les soldats allemands se rendent par milliers et des mutineries éclatent. À partir de ce moment-là, les soldats vont simplement rentrer chez eux et personne ne va les ramener de force sur le front, parce que le commandement ne fonctionne plus très bien. Et c'est dans cette ambiance que des grèves de matelots vont éclater à Wilhelmshaven et Kiel. Et en 2 ou 3 jours, ce mouvement prend tellement d'ampleur que 30 000 hommes, voire 40 000 hommes, vont manifester dans les rues en scandant « Fin à la guerre ». Côté allié, c'est le moment de la bataille décisive. Il n'y a pas de percée au sens strict de la ligne Hindenburg, qui est la dernière
ligne ou système de défense des Allemands, il y a une pression presque arithmétique qui s'exerce sur tout le front, et c'est la puissance en fait de l'économie et de l'industrie alliée qui pousse l'armée allemande à reculer et à évacuer tous les territoires qu'elle occupait. Avec pour la première fois l'utilisation d'une arme nouvelle. Le couple char-avion, eh bien Pétain en fait pour la première fois l'usage au cours du mois de juillet 1918 pour arrêter les dernières offensives allemandes. En Allemagne, la situation est catastrophique. Les Alliés ont instauré un blocus alimentaire. Pour les civils, c'est déjà intenable quand s'invite à un quotidien difficile, la faim. Les enfants n'ont plus rien à manger. Et les femmes envoient des lettres à leurs maris au front pour leur demander d'envoyer de quoi manger en Allemagne. Et c'est ce que les hommes ont fait. Et il est très clair que la brutalité des occupants allemands dans le nord de la France et les réquisitions en masse ont été à la mesure de ce qu'il manquait chez eux. Des grèves éclatent tous les jours. Dans toute l'Allemagne, les idées bolcheviques gagnent du terrain et font trembler l'Empire. La Révolution rouge est en passe de réussir. Dès le début novembre, il y a cette révolution en Allemagne, et on a bien sûr peur que ce soit le même scénario comme en Russie. Alors, on en avait marre de la faim, et avec la faim, on en avait marre de la guerre. L'opinion publique allemande n'en peut plus. L'état-major doit se rendre à l'évidence, il faut demander l'armistice. Hindenburg et Ludendorff, les deux têtes de l'armée allemande, se disent « Nous sommes perdus, nous sommes en train de reculer sur le front français, nos arrières ne sont plus assurés, il faut sortir de cette guerre le plus vite possible. » Dès octobre 1918, des pourparlers débutent avec Wilson, le président des États-Unis, qui a en tête un grand projet. Proposer une paix juste, basée sur 14 points qui révolutionnent les futures relations internationales. Les Allemands y voient l'occasion d'une fin de conflit honorable. À partir de septembre-octobre, on parle de la paix de Wilson. Il donne aux démocrates allemands un tout petit peu l'espoir qu'ils pourraient obtenir une bonne paix et que le nouveau système va conduire à une bonne paix. Du coup, le souhait que la guerre doit finir, que la paix de Wilson doit advenir, va devenir très présent. Très vite, les Français et les Britanniques et les Italiens sont furieux, parce qu'ils se disent, bon, on n'a pas été consultés. Ils mettent leurs conditions, ils font comprendre à Wilson, bon, pourquoi pas à la base des 14 points, mais il faut quand même assurer la sécurité, en particulier la sécurité de la France. C'est par radio que les Allemands prennent contact pour l'armistice. Les Allemands vont être autorisés, politiques et militaires réunis, à traverser les lignes françaises et à rejoindre dans une forêt, pourquoi ? Pour être à l'abri, les Français. Et cette forêt n'est pas choisie par hasard. Elle est située près de Senlis, où le maréchal Foch a son quartier général. C'est à Rotonde, dans une clairière, près d'une intersection ferroviaire, que le cessez-le-feu va être signé. Et la première fois que le maréchal Foch voit les plénipotentiaires allemands à Rotonde, c'est 3 jours avant la signature de l'armistice, c'est le 8 novembre. Le maréchal Foch fait asseoir dans le wagon les plénipotentiaires allemands et il leur demande benoîtement quel est l'objet de votre visite. Alors les commissaires allemands s'embrouillent un peu et ils disent écoutez, nous venons pour voir quelles sont les propositions. Et le maréchal dit mais je n'ai pas de proposition à vous faire. Alors ils reformulent leur question, quelles sont les conditions de l'armistice? Ah, vous demandez l'armistice? Et il sort de sa poche la feuille et il leur dit les conditions de l'armistice. L'ambiance était correcte, sans plus, c'est-à-dire que le maréchal Foch était sec. On ne discute pas, vous venez demander l'armistice, oui ou non. Jusqu'à ce que les cloches sonnent à 11h le 11, c'est un armistice qui va être secret. Même si les militaires considèrent ne pas avoir subi de défaite, ce sont des civils allemands qui concluent 4 ans de guerre et acceptent, presque en catimini, des conditions d'armistice dans des circonstances humiliantes. De quoi, si ce n'est pas voulu,
semer les graines de la revanche. L'armistice est imposé aux Allemands avec des conditions militaires très dures, mais qui correspondent à la situation du moment. Des conditions très dures permettent, d'un point de vue français, deux choses. Un, si les Allemands les acceptent, de les mettre dans une posture qui ne leur permet plus de reprendre la guerre. S'ils les refusent, eh bien, l'assommoir arithmétique allié va continuer à écraser l'armée allemande. C'est fini. Dans les rues de Paris et d'ailleurs, les populations exultent. Les soldats sont soulagés d'être vivants. La Belgique et le nord de la France ne sont plus que des ruines. Des villages de l'Est sont rayés de la carte. Mais la victoire des Alliés n'est pas celle de la paix. Il faut reconstruire une Europe sur les débris de 3 empires et régler une bonne fois pour toutes, croit-on, le sort de l'Allemagne. 28 juin 1919, 7 mois plus tard. Il fait beau ce midi à Versailles. Un peu frais. Les abords du château sont noirs de monde. Tout au long des 3 heures qui vont suivre, tout a été soigneusement choisi pour humilier à nouveau les Allemands. Le lieu, Versailles et sa galerie des glaces, symbole de la diplomatie française, là où en 1871 l'Empire allemand est né. La date, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, prétexte à la Grande Guerre. Les hommes, les gueules cassées, placés sur le trajet des Allemands avant d'aller signer. Il y a foule dans la galerie des glaces, mais les Allemands ne sont pas là. Ils arrivent par une porte dérobée à l'abri des regards. La délégation allemande est arrivée par cette porte qui donne dans le grand cabinet de Madame Victoire. Et à partir de cette pièce, elle entre donc dans le château. Elle traverse les dernières pièces de l'appartement de Madame Victoire, traverse le grand appartement de la reine pour déboucher à l'entrée de la galerie des glaces. Ce trajet est en fait un trajet pratique. Il fallait absolument éviter que la délégation allemande suive le même parcours que les délégations alliées qui, elles, entraient directement par la cour royale. Mais il est sûr que la délégation allemande devait recevoir l'histoire de France en pleine figure, si je puis dire, dans la galerie des glaces même, puisque c'est là le grand décor de Louis XIV qui magnifie les victoires de la France contre l'Allemagne. « 15 heures. Clémenceau, entouré de Lloyd George Langlais et l'Américain Wilson, prend place autour d'un bureau, extrait pour l'occasion du mobilier national. Alors ce bureau donc, se trouvait en fait au centre quasiment géométrique de la galerie. Nous y approchons, voilà, nous sommes au centre. Il se trouvait là, avec un fauteuil placé dos aux fenêtres. Et donc la personne qui signait se trouvait face aux puissants alliés, qui se trouvaient derrière cette longue table qui était devant les miroirs. Le silence se fait. On fait signer les Allemands les premiers, pour être bien sûr. Les représentants de la République de Weimar, Müller et Bell, pâles et mal à l'aise, ont l'air, selon le chroniqueur du Figaro, de 2 ouvriers endimanchés. Le ministre des Affaires étrangères, représentant de l'Allemagne, a refusé d'utiliser l'une des plumes mises à sa disposition, puisque c'était des plumes qui avaient été offertes par des associations d'anciens combattants. Et donc il a utilisé son propre stylo plume. D'ailleurs, c'est un traité que personne ne voulait signer du côté allemand. Il a fallu trouver deux ministres, 2 volontaires, si je puis dire, pour venir signer. Les Allemands ont été naturellement humiliés dès le début. La première humiliation, et on l'oublie souvent, c'est qu'ils ont été oubliés, exclus des négociations de paix. Quand le 18 janvier 1919, les discussions pour arriver jusqu'à Versailles ont été ouvertes, il y a 27 nations, mais aucune nation vaincue. Et ça, dans toute l'histoire des traités, ça ne s'était jamais produit. Les Allemands sont, on le sait par des témoignages, sont au bord des larmes. Et c'est un moment extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié, enfin en tout cas profité du cadre qui s'offrait à eux. Il y a aussi cette scène incroyable quand la délégation allemande a été conduite à Versailles. Avant, on les avait conduits dans les territoires détruits et ils avaient éclaté en sanglots en voyant ce que la guerre avait détruit là-bas. Et les Français leur ont dit « Ce n'est pas la guerre qui a détruit tout ça, c'est vous qui avez détruit tout ça. » Et encore aujourd'hui, c'est insupportable de penser que nous avons détruit tout cela. Mais c'est comme ça. Nous sommes responsables de tout. 1 heure et demie plus tard, tout est terminé. Les Allemands sortent les premiers, puis c'est la cohue. On court dans les jardins de Versailles à la suite des voitures.
La paix est faite. On a retrouvé l'Alsace. On chante la Marseillaise. Mais avant la signature du traité de Versailles, pendant 6 mois, entre janvier et juin 1919, entre négociations, compromis, menaces, 3 hommes ont changé le monde. Les Alliés ont peut-être gagné la guerre, il leur faut maintenant réussir une paix qui va durer. Français et Anglais commencent à discuter tout de suite après le 11 novembre. Mais il faut attendre Wilson, qui débarque en Europe avec ses 14 points, comme base de discussion. Wilson est né à la moitié du 19e siècle dans le sud des États-Unis. Il en devient le président. Alors Wilson était l'enfant d'un pasteur. Il connaissait bien sûr par cœur les Écritures, il faisait sa prière tous les jours, il était extrêmement croyant. Il voulait sauver le monde avec les valeurs du Christ. Il s'identifiait au Christ, il pensait que l'Amérique était un don de Dieu. Wilson, c'est l'évangile selon l'Amérique, avec sa grande idée, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Jouer les peuples plutôt que les gouvernements, les nations plutôt que les empires, et empêcher la guerre. Pour vendre ses 14 points, il entame une tournée triomphale en Europe. Wilson est le seul président des États-Unis qui vient s'installer 6 mois à l'étranger. Il habite 6 mois à Paris. On appelle sa maison la Maison Blanche temporaire. Quand il arrive en France, il n'y a jamais eu personne accueilli comme ça. En Italie, toutes les femmes, les hommes ont des cierges. Aucun homme d'État, dans toute l'histoire du monde, n'a été reçu dans le monde, dans les jours qui ont suivi l'armistice, comme Wilson est reçu. Et donc ça lui monte un peu à la tête. Pendant 6 mois, Paris va régler les futures relations internationales. La capitale devient cosmopolite, 1000 ressortissants américains s'installent au Crayon, transformés en vaisseaux de guerre. 200 Anglais à l'hôtel Majestic, avenue Kléber, les Italiens vers l'opéra. On dîne, on va au théâtre, on se fréquente au café. Les négociations qui se tiennent à Paris rassemblent 32 pays. Paris est le centre du monde. Paris, c'est non seulement le centre de la diplomatie mondiale en 19, mais c'est l'école de formation accélérée des grands de ce monde qui vont diriger pendant les 30 ou 40 années suivantes. La conférence de la paix, c'était le lieu où il fallait être à ce moment-là. La conférence qui démarre occupe toutes les conversations. 4 nations pour négocier, l'Italie, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le Premier ministre anglais Lloyd George ne veut pas laisser trop de place à la France sur le nouvel échiquier. Il avait l'ambition de rester au pouvoir et de favoriser les intérêts de l'Empire britannique. Il s'en fout de l'humanité tout entière, et c'est lui qui va d'ailleurs le mieux réussir dans la négociation. Il était incroyable. Il a réussi à obtenir tout ce qu'il voulait en faisant des manœuvres, en jouant Clémenceau contre Wilson, Wilson contre Clémenceau. Il se débrouillait. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, on va négocier entre soi, c'est un véritable monologue des vainqueurs, des conditions à imposer aux vaincus. Le 3e homme, c'est Clémenceau. 76 ans, ancien médecin, un temps journaliste, c'est le héros de la guerre côté français. Le père la victoire, synonyme de poigne et de patriotisme. Dans ce jeu, Clémenceau a des adversaires. Il s'appelle Lloyd George et il s'appelle Wilson, à un degré moindre, Orlando. Ce qui l'intéresse, c'est la défense et la sécurité de la France. Rien d'autre ne comptait pour lui. Il est vieux, il a 80 ans. Lui, il veut pas que la France soit réenvahie par l'Allemagne, il veut la sécurité, etc. Sa carrière est derrière lui. Bon. Mais oui, il y a aussi une bataille d'ego. C'est dans les bureaux du Quai d'Orsay que les discussions à 4 commencent. Il faut trouver ses marques face à Wilson, qui est contre une sorte de club des puissances. Il veut faire participer tous les vainqueurs aux négociations, soutenant toujours, et dès le début, son idée de société des nations. Dois-je comprendre qu'aucune décision ne sera prise sans l'avis du Costa Rica ou du Brésil ? Pendant ce temps-là, en coulisses et jusque tard dans la nuit, 52 commissions composées d'experts s'affairent, dont celle qui s'occupe de retracer les frontières de nouveaux pays issus des empires déchus. Il y avait des grands principes qui avaient été établis, et puis après, le découpage précis se faisait par exemple selon des critères économiques, ethniques et selon des critères politiques. Tout ce qui était communication, transport, ressources, tout ça c'était un équilibrage à trouver. Donc, nous avons examiné la frontière entre Chépany et Saros-Patag. Il va donc de soi que la jonction Miskovec-Cascao avec Saint-Péter-Lonzon
devra passer par ici et est attribué à... Les travaux de ces commissions ont permis la viabilité de nouveaux États européens, comme la Tchécoslovaquie. Le traité de Versailles a été une des étapes décisives dans la création de la Tchécoslovaquie après la Première Guerre. Lorsque s'ouvre la conférence de la paix, la légitimité du nouvel État est déjà admise. Donc il était assez évident, au moment de discuter la mise en place de l'indépendance, qu'on allait se baser sur les frontières historiques. Ces frontières sont toujours d'actualité. Ce sont celles que nous avons toujours aujourd'hui avec l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. Mais la conférence de paix met sous le tapis, dès le début, avec le tracé des frontières, une donnée essentielle qui sera 20 ans plus tard explosive. Les minorités. La région des Sudètes est majoritairement peuplée par des Allemands. Pour la Tchécoslovaquie, il y a un problème supplémentaire. C'est que tout le nord-ouest, l'ouest et le sud-ouest a une population allemande. Et cette population allemande, c'est pas rien. Les Tchèques sont nettement majoritaires en Tchécoslovaquie. La deuxième nation, ce sont les Sudètes. Les Slovaques ne viennent qu'en troisième position, donc ce n'est pas rien. La Tchécoslovaquie a fait de son mieux pour prendre en compte les besoins de chaque peuple. La protection des minorités a été exemplaire. Cela a été reconnu par tout le monde. Mais il y a eu des oppositions à l'avènement d'un État tchécoslovaque contre lesquelles nous n'avons rien pu faire. Et ça a été la grande force du nationalisme allemand qui a été instrumentalisé par les nazis. Hitler s'est en effet servi du cas des Sudètes pour déclencher les prémices de la Seconde Guerre mondiale. On a tendance à voir dans le cas tchécoslovaque un échec. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la suite de l'histoire. La conférence de paix s'attaque ensuite à une autre brûlante question, le partage de l'ancien empire ottoman. L'émir Faisal est à Paris pour discuter de ce que les Anglais lui ont plus ou moins promis, une indépendance des peuples arabes, Irak, Syrie, Liban, Koweït, Palestine, au sein d'une fédération. On promet un État aux Kurdes. À la fin, Français et Anglais se partagent le Moyen-Orient en zone d'influence. De leur côté, les Italiens trépignent. Orlando est de toutes les discussions du début janvier en tant qu'allié. Victor Emmanuel Orlando était le président du Conseil. Il avait contribué de manière décisive à la victoire italienne. Orlando a essayé d'obtenir de Wilson ce qui était prévu entre Français, Britanniques et Italiens, le traité de 1915, qui avait motivé l'entrée en guerre de l'Italie, à savoir que la Dalmatie serait italienne, que le Trentin serait arraché à l'Autriche-Hongrie deviendrait italien, que Fiume deviendrait italien. L'Italie voulait réunifier toutes les populations d'origine italienne qui avaient été disséminées à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. C'était également un problème économique. Le port de Fiume était un port concurrent de Trieste. Sous contrôle yougoslave, il aurait concurrencé l'Italie. Un pied-à-terre idéal dans les Balkans, mais rien ne se passe comme prévu. Wilson refuse tout net. None of the great European powers of the West should have a foothold in the Balkans. Et au nom du principe de nationalité, Wilson a été intransigeant. Il n'est pas question que la Dalmatie soit italienne. Les Français sont très, très embarrassés parce que l'Italie est leur allié, mais en même temps, ils ont des liens avec les Serbes et les Croates qui veulent faire un État yougoslave, et donc évidemment la Dalmatie va devenir yougoslave, et donc les Français sont un peu tiraillés entre Italiens et Yougoslaves, et finalement font comprendre à Orlando que la Dalmatie va devenir yougoslave. À mesure que s'est révélée la sympathie et le soutien de Wilson envers le nouvel État yougoslave, la possibilité de trouver un accord s'est éloignée. Orlando se braque et se sent humilié par l'attitude des trois autres qui usent aussi d'une arme diplomatique, la langue. Clemenceau a passé 5 ans aux États-Unis. Quand il avait 25 ans, il a épousé une Américaine. Il parle un anglais et il écrit un anglais parfait. Donc il n'a pas besoin d'interprète. Ils peuvent, avec lui et Lloyd George, se parler en anglais dans les négociations, et cela marginalise l'italien qui, lui, ne parle pas l'anglais et pas bien le français non plus. Et Orlando, le pauvre, a été vu en train de pleurer parce qu'il n'arrivait pas à contenter une opinion publique italienne toujours plus nationaliste et convaincu que la contribution de l'Italie à la Grande Guerre, avec ses 500 000 morts et ses 900 000 mutilés, devait être récompensée à la hauteur de son sacrifice. Orlando, à son retour d'Italie, est destitué. Il n'a rien obtenu.
Tout cela a contribué à créer en Italie un contexte que les nationalistes ont exploité, en criant à la victoire mutilée. Pour autant, elle ne l'était pas, car l'Italie avait plus qu'il ne lui en fallait pour assurer la sécurité de ses frontières. La conférence de la paix bat son plein. Les commissions travaillent dans les bureaux du Quai d'Orsay. De l'autre côté du pont, place de la Concorde, l'hôtel de Crillon. Wilson a installé là son quartier général et travaille avec ses centaines de conseillers à la grande œuvre de sa vie, la Société des Nations. Dans les salons, on part des principes des 14 points pour élaborer ce pacte de la SDN. Pour Wilson, l'enjeu est clair. Il veut redéfinir un nouvel ordre mondial. Il arrive à Paris avec l'idée qu'il faut faire une paix entre égaux. Il veut une société des nations qui fasse que la Première Guerre mondiale soit la dernière des guerres. Il y a une conception de l'Europe, ces Européens qui ont une vieille histoire, ils ont des idées un peu anciennes sur la paix et la guerre, c'est ce qui explique qu'ils sont toujours, ces Européens, en guerre. Il faut donc mettre une fin à ces guerres incessantes qui sont dues à des paix mal organisées et des paix injustes. Il voulait gagner pour les États-Unis ce rôle d'arbitre du monde. De la mi-janvier à la fin mars, on ne parle que de la Société des Nations. C'est l'idée de réunir l'ensemble des nations dans une institution comme l'ONU, ça précède l'ONU, et l'idée qu'avant de déclarer la guerre, il faut annoncer qu'on va déclarer la guerre et entamer des procédures d'arbitrage, de négociation. Pour éviter ces accords secrets, ces alliances secrètes qui sont génératrices de guerre, il faut mettre en place une organisation qui est prête à assurer d'une façon durable la paix. Pendant la conférence à Paris, tous ceux qui se sont battus, Indiens, Indochinois, Africains, demandent leur part d'autodétermination en récompense de services rendus, en millions de morts. Et poursuivre les principes de Wilson sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un plongeur du rite se tente sans succès d'accéder à la conférence. Il est Indochinois, c'est le futur Ho Chi Minh. Fin mars, Wilson finit par présenter sa SDN à la presse, en faisant le cœur même du futur traité de Versailles. Clemenceau et Lloyd George sont polis, sans plus. Et le Congrès américain ne ratifiera jamais la SDN, dont l'Allemagne sera exclue au départ. Le traité de Versailles était mort-né. C'est un traité de Versailles amputé que nous avons eu à gérer à partir du moment où l'Amérique n'a pas de présence dans les instances de la SDN. En parallèle est créé le Bureau international du travail, qui existe toujours, pour sécuriser le monde ouvrier émergent et lutter contre le chômage et la misère. Mais les Alliés jouent un jeu dangereux en maintenant un blocus alimentaire en Allemagne. Ce blocus divise le Conseil des Quatre. If the Germans want to eat, what they have to do is work. It's the promise of the Allies that's at stake. The armistice allows the possibility of sending food supplies to Germany. Yet we let tons of food supplies rot in Rotterdam, while the Germans are starving. Not only are we sowing the seeds of future hatred, we're feeding a revolution. Cette future haine dont parle Lloyd George, visionnaire, et la terreur d'une révolution rouge qui pourrait gagner l'Allemagne et l'Ouest, précipite les discussions. Il faut vite régler le sort de l'ancien empire allemand. Finalement, c'est en un mois que la conférence va régler la paix avec l'Allemagne. Orlando est parti, et symboliquement, on quitte le Quai d'Orsay pour l'hôtel particulier d'un banquier américain. Chacun veut tirer du traité de paix les meilleures dispositions pour l'avenir de son pays. Alors les conversations se tendent, tant les intérêts sont divergents. Les Britanniques, ils veulent maintenir évidemment leur puissance, maintenir leur empire, cet empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Ils sont pour la fermeté à l'égard de l'Allemagne et, comme les Français, ils veulent des réparations. Ils veulent une somme extrêmement forte de réparations. Ils sont même au départ plus exigeants que les Français. Ils veulent que les Allemands, dans ces réparations, remboursent les pensions de guerre. Les Français, eux, sont obsédés par leurs frontières et n'ont pas d'autre choix que d'avoir une position très dure. Clemenceau va en permanence négocier de façon à obtenir que Britanniques et Américains s'engagent à assurer la sécurité de la France.
Il ne faut pas oublier que la question est d'abord démographique. La France est à 40 millions d'habitants et l'Allemagne est toujours à peu près à 65 millions d'habitants. Puisqu'il y a cette inégalité franco-allemande, la sécurité de la France passe par une réégalisation des chances. Il faut donc un traité extrêmement dur, il faut que l'Allemagne paye, il faut que l'Allemagne soit affaiblie. Donc cette conviction absolue que l'Allemagne est responsable de la guerre et que pour ça, elle doit payer. Le Bosch paiera. Les hommes d'État français et britanniques savaient qu'il fallait faire payer l'Allemagne, eux-mêmes étant ruinés. Et ce qui est encore plus important, c'est que les populations demandaient une paix exemplaire. Elles voulaient une paix de vainqueur, où l'Allemagne devait être désignée comme seule coupable de la guerre. Et à une paix douce, ni Clémenceau ni Lloyd George n'auraient survécu politiquement. Les Français vont tout faire pour que la question militaire, la question de la sécurité, soit au cœur des débats, pour une raison simple en définitive, c'est que quelle que soit l'issue des traités de paix, la France continuera à avoir une frontière continentale avec l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. De son côté, Wilson s'accroche à son idée de paix juste. Our greatest mistake would be to give Germany powerful reasons for someday taking revenge. You must understand, occupying Germany at least for 15 years will force them to respect the treaty. I need those 15 years. Il les obtient. Plus tard, Clémenceau peut alors appeler de son bureau le président français Poincaré pour lui annoncer la nouvelle. Mademoiselle, la présidence de la République, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai mes 15 ans. La paix est faite. Les clauses du traité s'affinent. On va détruire une partie de l'armement et réduire l'armée allemande à 100 000 hommes. Maintenant, il faut aller vite. Début mai, les Allemands sont convoqués à l'hôtel Trianon à Versailles. Messieurs, ce n'est ni le temps ni le lieu de discours superflus. Vous avez devant vous les représentants des nations qui se sont unies pour résister à une guerre qui nous a été imposée pendant plus de 4 ans d'une façon tout à fait cruelle. Vous voulez la paix. Nous sommes disposés à vous l'accorder. Voici le livre contenant nos dispositions. Le traité de Versailles, c'est 400 clauses. Ces 400 clauses sont très dures pour l'Allemagne. Elle reconnaît que l'Allemagne va être amputée d'une partie de son territoire, l'Allemagne va devoir payer des réparations de guerre, puisque c'est elle qui est fautive de la guerre. Mais tout ça, ça s'est fait dans un contexte particulier. Wir wissen die Intensität des Hasses, dem wir hier gegenüberstehen. Nous connaissons l'intensité de la haine à laquelle nous... Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du bureau, mon vieux? Je vous entends pas. Nous connaissons l'intensité de la haine à laquelle nous faisons face. Wir haben die leidenschaftliche Forderung der Sieger gehört, die zugleich beabsichtigen, uns als Beschuldigte zu bestrafen und uns als Verlierer zahlen zu lassen. Nous avons entendu l'exigence passionnée des vainqueurs qui prétendent à la fois nous faire payer comme vaincus et nous punir comme coupables. Aber wir sind nicht die einzigen Verantwortlichen. Der Imperialismus aller europäischen Staaten hat die internationale Situation vergiftet. Mais nous ne sommes pas les seuls coupables. L'impérialisme des États européens a empoisonné la situation internationale. Pas d'autres observations? La séance est levée. Pas de négociation, 15 jours pour répondre, rendez-vous début juin. Certes, le traité de Versailles est très dur, mais il aurait été difficile à accepter pour les opinions publiques d'avoir un traité qui ne le soit pas. Il fallait faire payer l'Allemagne. Dès les conditions connues, à Berlin, c'est l'indignation. La façon dont a été traitée la délégation allemande est jugée inacceptable. On se sent trahi par Wilson, qui avait promis une paix digne et juste. Si il n'avait pas dit « avec moi, tout sera différent » et que le résultat finalement n'était pas différent, il a créé une telle illusion qu'il a créé un désir de revanche qui a été entretenu par les militaires allemands qui cachaient à leur peuple que c'est eux qui avaient demandé l'armistice et pas le pouvoir civil. Mais à partir du moment où les Alliés imposent à une république des conditions de paix
que le peuple n'a pas pu négocier, eh bien, le peuple allemand se sent trahi par la République de Weimar. Pour les Allemands, et on les comprend, le traité de Versailles est un diktat. C'est précisément parce que les vainqueurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord que tous ces préliminaires ont été longs, trop longs, et qu'à un moment, bon, les opinions publiques étaient un peu lasses, qu'il fallait en finir, qu'il fallait quand même le signer, ce traité, eh bien, on l'impose aux vaincus. Et du même coup, vu de l'autre côté, bon, bah, c'est l'humiliation suprême. L'Allemagne est traumatisée. De son point de vue, elle n'a pas perdu la guerre et ne se sent pas responsable. Elle est sonnée par ses 400 clauses et met du temps à répondre. En juin 1919, Wilson en a assez. Il veut rentrer aux États-Unis. Clemenceau menace de rompre l'armistice. Foch ressort déjà ses cartes d'état-major. Enfin, le 28 juin, le traité est signé, à Versailles. Finalement, les 3 négociateurs ont obtenu ce qu'ils voulaient. Wilson a imposé sa SDN, Lloyd George obtient la flotte et une partie des colonies allemandes, et Clemenceau a sécurisé ses frontières. Mais ce que les Alliés ont sous-estimé avec la mise en scène et le contenu du traité de Versailles, c'est l'impact psychologique profond qu'il aura par la suite. C'est pas l'humiliation qui est voulue, mais l'humiliation sera le résultat. L'humiliation n'est pas voulue, ce qui est voulu, c'est bien de faire comprendre à l'Allemagne qu'elle ne peut pas, qu'elle ne doit pas recommencer. Pour autant, était-ce un mauvais traité ? La paix de Versailles en 1919 a été un gros dilemme dès le début. D'un côté, il y avait la perspective de construire un monde meilleur. Et ça, c'était la volonté de Wilson. Et d'un autre côté, il y avait l'ambition des Britanniques et des Français de se partager le monde selon leurs propres critères. Le traumatisme vécu par tous les peuples européens est tel que le traité de paix n'est probablement pas un bon traité, mais que c'est peut-être le moins mauvais traité qu'il était possible de négocier à ce moment-là, dans ces conditions-là. Le traité n'était pas plus injuste que tous les autres traités qui avaient entraîné une victoire. Si les Allemands, à l'époque, n'avaient pas été aussi fous, ils auraient dû comprendre que la paix de Versailles était une paix raisonnable. Mais je ne peux que constater que la guerre les avait rendus vraiment fous. À l'issue du traité de Versailles, 4 autres traités suivront. Ils sont dits de la région parisienne. Saint-Germain-en-Laye, qui règle le sort de l'Autriche. Le Trianon à Versailles pour la Hongrie. Neuilly, où la Bulgarie perd une partie de son territoire et l'accès à la mer. Et Sèvres, qui décidera de l'avenir de l'Empire ottoman. Tous ces traités ont profondément changé le visage de cette vieille Europe des empires. Les États s'organisent peu à peu et la paix fait doucement son chemin. Pendant près de 10 ans, l'Europe va devenir un laboratoire extraordinaire. Les traités s'assouplissent, l'industrie allemande se redresse et le premier couple franco-allemand de toute l'histoire, Aristide Briand et Gustav Stresemann, remportent le prix Nobel de la paix en 1926. En Allemagne, la République de Weimar, grâce aux capitaux américains, reprend confiance. Le rapport avec les voisins se détend. On oublie presque Versailles et son diktat. On ferait fausse route en pensant que c'est le traité, son humiliation et ces clauses qui ont nourri le terreau du nazisme allemand et du fascisme italien et conduit au pire. Je ne pense pas qu'on puisse accuser le traité de Versailles d'avoir planté les mines qui ont fait exploser la Seconde Guerre mondiale. En 1929, la France et l'Allemagne envisageaient la mise en place d'une union douanière et l'idée de créer les États-Unis d'Europe. En Europe, il n'y avait aucune menace de guerre. Un événement bien plus dévastateur balaie cette légende un peu sombre. La crise financière, puis économique américaine de 1929 va replonger l'Europe encore convalescente, et plus particulièrement l'Allemagne, dans le chaos. C'est elle qui est responsable de la guerre qui menace. C'est elle qui va créer chômage, misère et instiller la peur. Peur du communisme, de l'autre, de l'insurrection, et faire naître une idéologie radicale qui va ressusciter la rancœur et la vengeance d'une paix que l'on ne digère pas. En Italie, Mussolini se sert de Versailles, mais ce n'est pas la raison de la montée du fascisme.
Mussolini avait dit dès le début que le traité de Versailles devait être revu et modifié. À partir de 1921, il y a une levée de bouclier contre le Parti communiste qui projette une révolution comme celle qu'a fait Lénine. Le fascisme n'a pas été soutenu par les grands industriels, mais par les plus petits industriels, comme il avait été soutenu par les grands propriétaires terriens qui avaient eu peur d'être expropriés par le Parti communiste. C'est pour cela que ces petits industriels ont aidé l'arrivée du fascisme en favorisant un gouvernement qui promettait de faire respecter l'ordre. Peur du bolchevisme, désir exacerbé d'ordre, humiliation d'une mauvaise paix, le même mécanisme se met en place quelques années plus tard avec l'avènement des nazis. Le succès initial de Hitler dans ces années de crise de 1920 intervient exactement au moment où les gens se remettent en Allemagne à s'intéresser à la Première Guerre mondiale de façon massive. Le traité de Versailles va regagner le devant de la scène, servant de prétexte à une propagande impeccable. Hitler a promis dès le début qu'il va réparer la paix de la honte, qu'il va rétablir l'honneur des soldats et va aller reconquérir la patrie perdue. Il veut faire des monuments pour les soldats vaincus. Et les blessés de guerre vont recevoir tous les honneurs qu'ils n'ont pas eus de la part de la République de Weimar. C'était ça la promesse d'Hitler. Bien sûr que Versailles a un lien avec Hitler. Bien sûr que Versailles a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Mais Versailles n'est pas la cause de la Seconde Guerre mondiale. Le caporal Hitler, qui ne se sent bien qu'au sein de l'armée, va faire du traité de Versailles son obsession personnelle. Dans sa folie, son but est de terminer cette guerre que les Allemands ont interrompue le 11 novembre 1918, dans des conditions indignes. En piétinant méthodiquement les clauses du traité sur le réarmement et l'annexion des Sudètes et de l'Autriche, il déclenche, sur un prétexte, la Seconde Guerre mondiale. Après une drôle de guerre de près de 9 mois, la France est vaincue sèchement en moins de 5 semaines. C'est très clair que Hitler, en 1940, a gagné la Première Guerre mondiale. Jamais Hitler n'a été aussi populaire en Allemagne qu'au moment où il a battu la France en 1940. Le traité de Versailles vit ses dernières heures, quand Pétain, héros de Verdun, demande à son tour l'armistice. Nous sommes le 22 juin 1940, Hitler exige le wagon de rotonde. Dans la symbolique de l'armistice, il faut en revenir sur l'armistice de Rotonde et complètement caviarder ce qui s'était passé le 11 novembre 1918 en faisant signer, dans une posture complètement inversée, les Français un armistice au même endroit, dans les mêmes conditions, etc. Autant 1918 c'était secret, autant 1940 c'est grand tapage. Hitler va tout de suite demander à sortir le wagon, de le mettre là où il était en 1918, et il voudra s'asseoir à la place du maréchal Foch le 21 juin, quand il fera lire par le général Keitel les conditions d'armistice. Ah bah Hitler s'est souvenu, et il est ivre de joie, qui jubile. C'est l'humiliation à l'envers. C'est une vengeance de gamin, une vengeance de sale gamin, dans des conditions dramatiques, bien évidemment. Hitler va envoyer à Berlin pour les exposer dans un musée grandiose, le wagon, la dalle sacrée, le monument des Alsaciens-Lorrains. Mais pas la statue du maréchal Foch qui resterait désespérément à Compiègne pour regarder une clairière complètement vide puisqu'il aura fait sauter le musée. En juillet 1940, il ne restera plus rien. Le second conflit mondial s'achève en 1945 par la capitulation et l'effondrement total du Troisième Reich. Avec la défaite de l'Allemagne, c'est la véritable fin de la guerre, débutée en 1914.
Pourtant, près de 80 ans après l'attentat de Sarajevo, au même endroit, l'histoire meurtrière se répète. Au moment des traités de Versailles et de Saint-Germain, les Alliés, croyant régler le problème de la poudrière des Balkans, ont créé la Yougoslavie. Mais les dés sont pipés dès le départ. Dans cette première Yougoslavie entre les deux guerres, eh bien, c'est le roi de Serbie qui devient roi des Serbes, Croates et Slovènes. Et en fait, la Yougoslavie a ressemblé à une grande Serbie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les fissures au sein de la Yougoslavie apparaissent. Le nationalisme croate, allié d'Hitler, est responsable d'un véritable génocide. Mais les communistes résistent, avec à leur tête Tito, qui s'impose vite comme un leader charismatique. C'est lui qui va créer au sortir de la guerre la grande Yougoslavie socialiste, lointaine satellite de Moscou. C'est lui qui, grâce à sa poigne, a su mettre un couvercle sur les nationalismes de sa fédération. Tito avait une chance extraordinaire de s'imposer dans un territoire yougoslave où tout le monde est contre tout le monde. Couvercle qui a tenu jusqu'à sa mort en 1980 et qui finit par sauter après la chute du communisme. Tout le monde nous disait qu'après la chute du communisme, il y aura de belles choses pour chacun, que finalement la démocratie arrive en Bosnie-Herzégovine. Premières élections libres démocratiques ont eu lieu en novembre 1990, à l'Assemblée générale. Les partis nationalistes et ultranationalistes gagnent presque tout. Le nationaliste serbe Milosevic prend le pouvoir dans un contexte de crise économique et sociale qui génère immédiatement des tensions identitaires. Et commande, en avril 1992, depuis les collines de Sarajevo, des bombardements meurtriers sur la ville. Ce pont aussi, pendant la dernière guerre en Bosnie-Herzégovine, était un pont de démarcation de deux parties. D'un côté, c'était des Serbes qui contrôlaient les collines et le reste. Et de ce côté-là, évidemment, c'était les habitants de Sarajevo. Je ne vais pas parler des Serbes, Croates et Bosniaques, je vais habiter des habitants de Sarajevo qui vivaient de ce côté-là. C'est la rivière de Miljacka qui a divisé les Serbes et le reste de la population de Sarajevo. Déjà, on a commencé à parler d'eux et de nous. Le siège de Sarajevo sera le plus long de toute l'histoire moderne et va faire près de 100 000 morts et 2 millions de réfugiés. Après presque 4 ans d'enlisement et un échec manifeste de l'Union européenne, les Américains, comme pour les deux guerres mondiales, interviennent en force pour faire cesser le conflit avec les accords de Dayton. Ils joueront à nouveau, comme l'avait rêvé Wilson, les gendarmes du monde. En apparence, la ville a été plus ou moins reconstruite et les dégâts matériels réparés. Mais les blessures et le traumatisme psychologique de la société sont bien plus considérables. Cela va prendre un certain temps pour les guérir et les surmonter. Certaines personnes en parlent comme si ça s'était passé hier et c'est encore très présent dans les conversations quotidiennes. Mais près de 25 ans plus tard, la plaie n'est pas refermée. Ce symbole de la ville, la bibliothèque, qui représentait à la fois le faste de l'Empire austro-hongrois et le multiculturalisme d'avant 1914, et détruit pendant la guerre, abrite une plaque qui entretient les tensions intracommunautaires. J'appelle cette plaque la plaque de la haine. Je pense que cette plaque témoigne de mal de Bosnie-Herzégovine, témoigne de notre vie difficile d'aujourd'hui. Comment on peut construire un dialogue lorsque vous êtes considérés, mais tous, globalement, comme criminels? Comment faire des Balkans, après le premier embrasement de 1914, une région sereine et apaisée? Et si cela recommençait? La Bosnie-Herzégovine aujourd'hui continue à être pays à plusieurs identités. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas de guerre en Bosnie-Herzégovine, parce que depuis plus d'un quart de siècle, la Bosnie-Herzégovine se prépare pour la guerre. Ici, tout est fait pour que je considère l'autre comme ennemi et pas comme ami. La Bosnie-Herzégovine du présent, c'est une Bosnie-Herzégovine qui puise dans l'histoire des raisons et des prétextes pour les combats dans le futur. Et ça, c'est le cercle infernal. Et si l'Union européenne, un siècle plus tard,
avait pu être l'ultime couvercle, la solution d'intégration. Je ne sais pas si l'Union européenne est la solution, mais elle représente définitivement un espoir. Et c'est quelque chose dont les gens ici ont besoin, plus que de toute autre chose. Dans le futur, j'espère vraiment vivre encore une trentaine, quarantaine d'années de paix. La Première Guerre mondiale a définitivement anéanti l'hégémonie et la puissance de l'Europe. L'Europe ne s'est pas remise de la Première Guerre mondiale. L'Europe cesse d'être la puissance dominante à l'échelle mondiale pour être remplacée par les États-Unis. C'est la fin d'une époque où l'Europe dominait le monde. À l'issue de la Première Guerre mondiale, tous les peuples européens appartiennent au camp des vaincus. Le traité de Versailles et la fragile paix qui l'accompagne ont été à la fois les germes et les boucs émissaires des conflits du XXe siècle. Il en reste des grands principes, une philosophie, qui ont été recyclés dans les bases de la construction européenne d'après-guerre. La construction européenne, elle vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui, elle a toutes les faiblesses qu'on lui connaît, mais c'est la seule région au monde qui a atteint ce point d'intégration, s'unir ou mourir. Et nous pourrions créer peut-être une Europe plus visionnaire, plus humaine et plus élargie et qui n'aurait aucune exigence de domination. Alors elle pourrait émerger à nouveau et autrement dans ce monde. Une Europe qui se cherche et qui doit s'adapter aux nouveaux enjeux planétaires si elle veut occuper une place sur l'instable échiquier mondial.